Donc, j'enregistre maintenant les, ce que tu vas peut-être nous raconter. Ce sera un plaisir de t'écouter, encore une fois, cher Joseph. Et voilà, Alors, je voulais savoir, je fais 2 heures comme ça, d'un seul coup, quoi, sans pause, rien du tout. je pense que c'est pas mal, oui. Ouais, ok, ok. Voilà. Peut-être c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais les Bon, mais étudiants 2 heures, ça va, quoi. peuvent parler sur le chat, mais j'avoue que je préférais autant comme ça parce que Ouais, pour moi, il est 12 heures. Ça va se ouais, terminer à 14 heures. J'aurai un peu faim. Voilà, d'accord. Ok, je te laisse commencer. ok, bon, bah, merci pour cette invitation. Et donc, je vais faire une introduction donc, au deep learning. Donc, on va voir, hein, là, je vais proposer pas mal de choses dans le premier slide. Après, j'ai que 5 heures, donc je verrai jusqu'à où j'arrive. Et puis, je mettrai un petit projet facile d'accès, mais en même temps, qui peut être très bien réalisé ou très mal réalisé, donc qui permet de voir, aux étudiants d'exprimer leur talent, quoi. OK, donc alors, je vais, avant quoi, avant de commencer, je reviens un peu sur une histoire, puisque en fait, le deep learning, donc c'est des réseaux de neurones, c'est des réseaux de neurones artificiels, et ça fait très longtemps que ça existe, les réseaux de neurones artificiels. Et pourtant, il s'est passé quelque chose, c'est que c'était presque tombé en désuétude, et en 2012, il y a eu comme un espèce de Big Bang qui a relancé totalement le deep learning. Alors, pour les étudiants français, donc je donne une référence, hein, ça c'est très bien de regarder un peu ces revues de sociologie qui sont très bien écrites. Et donc, je vais juste vous montrer la première page qui décrit un petit peu de façon fleurie ce qui s'est passé à ce congrès, donc le plus grand congrès de vision par ordinateur en 2012. Donc, je vais partager mon autre écran qui est, voilà, qui est l'article. Donc voilà, donc c'est une compétition, hein. C'est donc une compétition sur une base qui s'appelle ImageNet et qui est décrite ici. Donc ImageNet, hein, c'est 1,2 million d'images, 1000 catégories. Euh, En fait, il y a des variantes, mais là, c'était cette compétition-là. Et donc en 2012, ils utilisaient des modèles à base, en fait, c'est des dérivés d'ondelettes. Et ils étaient à 27% d'erreur à peu près, et tous dans un mouchoir de poche, quoi. Et à un moment, il y a donc Geoffrey Hinton, qui est un de ceux qui ont reçu le prix Alan Turing il y a 1 ou 2 ans avec Yann Lequin et Joshua Bengio, qui est venu et qui a proposé, donc il avait dû proposer son papier avant, de faire tourner un réseau de neurones profond, ce qui à l'époque était difficile parce qu'il fallait gérer des cartes graphiques et il fallait vraiment des gens qui étaient très très forts en informatique. Et d'ailleurs, c'est ce qui reste un petit peu parce que c'est la principale difficulté de ces modèles est en fait informatique plus que mathématique. Et voilà, et là, il a 17% d'erreur. Donc, alors que tous étaient en train de grappiller des dixièmes, lui, il met 10 points dans la vue à tout le monde. Et donc, ça a été un Big Bang. Et en fait, c'était simplement le modèle de Yann Lequin fait en 1998, un réseau de neurones qu'on appelle convolutionnel, mais qui était mis à l'échelle, à une grosse échelle, et qui du coup marchait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, c'est un peu courant en deep learning, c'est que si on se fait des toutes petites expériences, bah, ça ne marche pas du tout. Et tout d'un coup, on met des modèles, mais très, très grands, et ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, c'est contre-intuitif avec les statistiques où
Jusqu'à maintenant, on cherchait toujours des principes de parcimonie, d'avoir les plus petits modèles possibles. Et là, en fait, souvent les modèles, plus ils sont gros, mieux ils marchent. Voilà, donc ça, c'est en 2012 et 10 ans plus tard, donc voilà, donc je vais repartager mon cours maintenant. Voilà, 10 ans plus tard, le deep learning s'est imposé dans beaucoup de champs. Alors, en images, notamment en classification d'images, c'est vraiment l'état de l'art. Ça fait d'autres choses, ça fait de la génération d'images aussi, ça fait même du débruitage, des choses comme ça. Mais ça s'est imposé aussi en séparation de sources audio, s'impose en chimie quantique, ça s'est imposé en jeu, en plein de choses. Alors là, je vais pas pouvoir tout faire en 5 heures, donc je vais rester quand même sur les deux principaux thèmes. Alors, il y a le thème de l'image, qui est vraiment, d'abord, c'est le plus facile d'accès, et c'est là où c'est le principalement utilisé en entreprise, et aussi le texte. Mais aussi, on peut faire un peu de série temporelle, donc on peut faire plein de choses. Mais donc, on va faire un petit tour et puis on verra jusqu'à où on pourra aller. Alors, donc il y a plusieurs familles, hein. On appelle deep learning, mais il y a des réseaux qui sont extrêmement différents les uns des autres, hein. Pour l'image, c'est pour l'instant les réseaux convolutionnels. Il se peut que ça change, hein. Des fois, ça change très vite, hein, puisque jusqu'aux années 2018, pour le traitement du langage naturel, c'était les réseaux de neurones récurrents qui étaient l'état de l'art. Et en fin 2017, il est sorti un nouveau modèle qui s'appelle les transformers. Un an plus tard, il n'y a plus aucun réseau de neurones récurrents pour le traitement du langage. Tout a été remplacé par les transformers. Donc, ça évolue très vite. Il y a vraiment des articles tous les 15 jours. C'est totalement porté par notamment l'industrie Google, Facebook, Microsoft. Et évidemment, plus des entreprises de recherche qui leur appartiennent plus ou moins. Par exemple, DeepMind est connu pour avoir fait le programme qui a battu le champion du monde de Go, quoi. Mais ça, bon, c'est des modèles très avancés que je n'aurai pas le temps d'aborder. OK, donc moi, je vais en rester au départ, principalement dans un cadre de classification et un cadre donc de classification d'images, parce que on voit bien les choses, quoi. Donc, euh, le problème est le suivant, on a des variables explicatives. Donc là, c'est l'image elle-même, hein, la variable explicative. Et la machine doit mimer ce que ferait un être humain, c'est-à-dire reconnaître l'image et doit dire que bah, c'est un chat. Alors, il doit évidemment apprendre du coup à mettre cette image dans la catégorie chat, parmi beaucoup d'autres. Sur ImageNet, il y a 1000 images, 1000 catégories, et du coup, ça rend les choses même pas très faciles pour un être humain parce qu'il y a des catégories qui ne sont pas évidentes du tout, comme des chats de Madagascar, des choses comme ça, où on ne saurait pas forcément la reconnaître si on n'a pas appris à le faire. Alors, ça reste quand même des statistiques du machine learning classique, c'est-à-dire on a un ensemble d'entraînements et on risque de faire du surapprentissage. C'est vraiment le problème ultra générique en machine learning. On veut donc un modèle qui généralise bien et donc on va essayer notamment tous ces modèles. Et quand le modèle en 2012 a écrasé tout le monde, il a écrasé tout le monde sur un ensemble de tests que personne ne connaissait. C'est-à-dire, il a vraiment, c'est la première fois qu'il voyait ces images-là et il a fait 18% d'erreurs à ce moment-là, quoi. Et donc, on va essayer, on va voir, il y a évidemment des techniques pour éviter l'overfitting, qui est vraiment le grand problème de ces modèles qui, de façon étonnante, sont des modèles qui sont extrêmement gros. C'est-à-dire que déjà, en 2012, le modèle devait faire plusieurs dizaines de millions de paramètres, alors que même si on a 1 million d'images, il y a 10 fois plus de paramètres que d'observations. Et ça, déjà, c'est pas très classique en statistique.
Bien, alors, je vais quand même faire un petit peu de formalisme hein, pour montrer ça. Donc, on cherche une fonction de classification. On a des x, on cherche une fonction qui a une valeur en ce x et qui devine la classe, hein. Et donc, f de x, ça doit être la classe qui correspond à x. Alors, c'est un problème qui, pour les images, est extrêmement difficile parce que l'entrée X est en très grande dimension. Par exemple, en ImageNet, c'est 224 fois 224, ça c'est la résolution de l'image. Le problème est de le rendre on peut le faire par des machines, et c'est-à-dire que la machine doit trouver des moyens très certainement de résoudre, de diminuer la dimension des images, mais on ne sait pas très bien comment elle fait. Elle doit trouver plein d'invariants certainement, mais vu qu'il y a énormément de paramètres, c'est encore, il y a des pistes, mais les gens cherchent à comprendre vraiment comment ça se fait que ces modèles marchent si bien. Et notamment, ce n'est pas simplement la distance euclidienne entre deux images qui va marcher. Alors voilà à quoi ressemble ImageNet. Donc, ça a été le premier grand succès du deep learning. Donc, c'est plein d'images. Et alors, des choses, des fois, c'est à moitié caché. Des fois, il y a plusieurs sujets sur l'image et tout. Et il doit donc retrouver toutes ces classes. Alors, elles ont été labellisées par des êtres humains à la main, hein. C'est 1,2 million d'images. Ils ont utilisé plein d'étudiants pour pouvoir la créer. Et voilà les résultats. Alors, c'est des slides qui datent un peu. Je n'ai pas mis les années modernes. Maintenant, on doit en être. Alors, là, déjà, en 2017, on était à quasiment 3%. Donc, les meilleurs modèles, ils font 2%, quoi. Là, on arrive à saturation, quoi. Mais on voit, hein, c'est l'erreur de classification. Alors, c'est une erreur top 5. Et donc, c'était à plus de 25% en 2011. Et puis, le premier logiciel a fait 17%. Le premier modèle de deep learning a fait 17%. Et puis après, bon, bah, ça a ouvert une porte et tout le monde s'est engouffré dedans. Alors, il y a des modèles dont un que je vais détailler parce qu'il est particulièrement simple à expliquer, c'est VGG en 2014 qui est déjà descendu sous les 10% d'erreur. Et puis après, on voit des modèles comme GoogleNet. Alors, l'être humain fait à peu près 5%. Ce n'est pas du tout les mêmes erreurs que ce que fait le réseau de deep learning. L'être humain se fait plus savoir sur le fait qu'ils ne connaissent pas la classe, quoi. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un chat de Madagascar. Mais bon, on voit que ça s'améliore, ça s'améliore. Maintenant, ça sature, mais on arrive à des résultats qui sont excellents, surtout en reconnaissance d'image. Voilà. Alors, voilà à quoi ressemble AlexNet quand on voit un schéma de réseau de neurones profonds. On a tendance à pas trop comprendre. Donc, je vais un peu expliquer ça petit à petit, quoi. Et on voit des carrés avec des flèches, hein, c'est des connexions. Alors, toutes les flèches, en fait, représentent des paramètres, c'est des nombres. Et tout ce qu'il y a dans ces carrés, en fait, ça peut se découper en petites cellules qui sont agglutinées les unes sur les autres. Donc, c'est vraiment des paquets de neurones artificiels qui sont extrêmement structurés. Donc, ça fait beaucoup de calculs à faire pour pouvoir estimer ces modèles, pour pouvoir les faire tourner. Et si vous n'avez pas des cartes graphiques au moins pour utiliser ces modèles, ce n'est pas possible. L'ordinateur, il mettrait des mois et des mois à vous répondre. Si vous utilisez une carte graphique,
alors, de plus en plus grosses. Maintenant, on demande des cartes graphiques de plus en plus grosses, mais les multiplications de temps de calcul, c'est vraiment au moins x100 sur ces modèles qui sont extrêmement parallélisables. C'est d'ailleurs une des difficultés de programmation de ces modèles, parce qu'il ne faut jamais casser le parallélisme, et ce n'est pas si évident. Quand on les utilise pour de vrai, l'être humain a tendance à penser voilà, étape après étape, et pas 1000 étapes en même temps, alors que ça, c'est des réseaux qui font 1000 étapes en même temps. Alors, les cartes graphiques, évidemment, ça peut paraître bizarre parce que c'est des choses qui ont été développées pour les joueurs, mais il faut se rendre compte que, voilà, vous avez des processeurs dans votre ordinateur et sur une carte graphique, il y a des plus petits processeurs, mais au lieu d'en avoir un ou une dizaine, il y en a des milliers. Et donc, vu qu'il y a des milliers, eh ben, les calculs, s'ils peuvent être faits en parallèle, ça va beaucoup plus vite à être fait. OK. Alors, on aura toujours un même formalisme. Donc, j'ai dit qu'il fallait trouver une fonction de classification. En fait, ça, ce n'est pas tellement possible parce que si vous voulez sortir la classe directement, c'est un problème qui est NP complexe et qui n'est pas calculable sur les machines. Et on passe par une fonction proxy qui est la probabilité de la classe. Et du coup, si on a cette fonction donc proxy qui est probabilité de la classe qui, elle, est bien une fonction lisse et dérivable, eh ben, on va pouvoir retrouver la classe en prenant notamment la règle de Bayes qui dit que la classe à deviner, ça va être juste la classe la plus probable sachant les observations. Alors, la toute dernière couche d'un réseau de neurones, ça fait ce qu'on appelle un modèle de classification qui est un modèle linéaire généralisé. C'est-à-dire, c'est des fonctions linéaires, mais une fonction linéaire, donc c'est la fonction x qui est multipliée par un paramètre bêta. La sortie, c'est forcément ça, hein. Il se trouve que le X, c'est une transformée pour un réseau de neurones. C'est ce qui est passé par toutes les couches précédentes. C'est multiplié par une fonction bêta, mais ça tombe dans R et on prend ce qu'on appelle une fonction softmax. Donc là, c'est une règle un peu comme une logistique. Et ça permet de transformer ces fonctions dans R dans des trucs qui sont positifs forcément et qui vont sommer à 1. Donc, c'est des probabilités conditionnelles. Et une fois qu'on a des probabilités conditionnelles, on s'en sortira toujours pour pouvoir trouver quelle est la bonne classe la classe qu'a deviné le réseau. Alors, même si on faisait un modèle linéaire hein, pour la compétition ImageNet, on aurait des dimensions qui seraient proches hein, de centaines de millions. Parce que les images sont très, très grandes et il y a 1000 classes. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'on prendrait un modèle très, très simple qu'on s'en sortirait. On voit que là, vraiment, la grande dimension, elle joue à plein et qu'on n'a pas de choix. Il faut réduire cette dimension, trouver des astuces. Quelque part, le réseau de neurones profonds, il a réussi à trouver des astuces pour réduire cette dimension, mais personne ne sait encore très bien comment il fait. OK. Alors donc, ça reste un modèle quand même qui est tout à fait paramétrique. C'est-à-dire on peut tout exprimer avec des statistiques classiques. On a des probabilités qui sont des transformées donc, de fonctions de réseau de neurones. On a donc quand on a 1000 classes, le réseau de neurones il a 1000 sorties et on transforme toutes ces sorties avec la softmax, c'est-à-dire une exponentielle divisée, normalisée hein, par les exponentielles de toutes les sorties. Et on voit que du coup, on attrape la sortie la plus forte et ça va être ça qui va nous donner la bonne classe. Mais alors, comment on va faire pour que les paramètres du réseau de neurones qui, au départ, sont choisis au hasard, comment on va les choisir pour que ils répondent à la question qu'on s'est posée, et ben on fait simplement une méthode de maximum de vraisemblance. Donc, si vous êtes des statisticiens, vous savez qu'on peut que là, on est dans un modèle tout ce qu'il y a de plus régulier et on fait du maximum de vraisemblance. Alors, quand je dis tout ce qu'il y a de plus régulier, je mens un petit peu parce qu'on utilise notamment des fonctions relues qui sont dérivables par morceaux.
Donc, ce n'est pas des modèles dérivables, mais ils sont dérivables presque partout. Et donc, ça reste des modèles extrêmement réguliers. Ils sont ce qu'on pourrait dire dérivables en moyenne quadratique si on faisait des statistiques un peu avancées. OK. Alors, on fait du maximum de vraisemblance donc, sur les données d'entraînement. Alors, il faut faire très attention parce que c'est des méthodes qui, si on a beaucoup trop de paramètres, peut donner des résultats catastrophiques, c'est-à-dire qu'il peut surapprendre, apprendre par cœur les données d'entraînement. Et donc, il faudra toujours s'arranger pour évaluer ces modèles sur des données qui sont totalement nouvelles et qu'on appelle traditionnellement les données de test. Alors, il y a 3 ensembles, hein, on reviendra un peu là-dessus parce que c'est très important. On utilise la méthode donc, du hold-out où il y a un ensemble d'entraînement, un ensemble de validation qui est quelque part un espèce d'ersatz pour l'ensemble de tests pour regarder comment il commence à généraliser. Et l'ensemble de tests, par contre, ne doit jamais être vu, même pas pour sélectionner le modèle. Il doit être juste vu une seule fois à la fin pour déterminer lequel modèle fait la meilleure généralisation sur des données qui sont entièrement nouvelles. Alors, c'est vraiment, donc j'imagine que vous avez fait pas mal de statistiques classiques et il faut voir qu'il faut un petit peu revoir tout ce qu'on a vu en statistiques classiques hein, parce que c'est des modèles qui ont un nombre de paramètres qui est énorme par rapport au nombre de données d'entraînement. Donc, notamment, là, les théorèmes asymptotiques sont pas du tout justifiés, quoi. Donc, on utilise un ensemble de validation. Et il faut bien voir que ce n'est pas magique non plus. C'est-à-dire que si vous prenez un réseau, vous mettez plein de paramètres, des relus, plein de couches, eh ben, ça ne va pas marcher du tout. Parce qu'il faut que ces réseaux, ils doivent avoir une structure qui est bien définie, notamment des convolutions. Il faut utiliser des systèmes de convolution, ce qui implique qu'il y a beaucoup de contraintes dans les paramètres, qu'il faut avoir des connexions qui sautent d'une couche par rapport à une autre. Il faut avoir ce qu'on appelle des fonctions de pooling qui sont soit des moyennes, soit des max, et enchaîner tout ça de façon astucieuse pour que ça marche bien. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, quelque part, il y a comme de la connaissance a priori qui est mise dans ces réseaux de neurones grâce à l'architecture. Alors, de la connaissance a priori, c'est des connaissances qui sont très générales, mais pas idiotes, hein. C'est-à-dire que notamment les convolutions, on voit tel que c'est fait, ça rend le réseau de neurones invariant par l'entrée peut être translatée, la sortie sera toujours la même, et ça, c'est exactement ce qui se passe dans une image. C'est-à-dire, si vous recadrez l'image, eh ben, un chat va rester un chat. Donc, il faut notamment ces invariants apparaissent naturellement dans les apprentissages des réseaux de neurones. Après, il y a énormément d'images, il y a énormément de paramètres, donc on ne fait pas du maximum de vraisemblance sur toutes les données en même temps. On utilise ce qu'on appelle un algorithme de gradient stochastique qui met à jour les paramètres. Alors, ce n'est pas exactement donnée après donnée, mais c'est petit paquet de données après petit paquet de données et qui permet comme ça de converger, un, beaucoup plus vite, et deux, vu que c'est stochastique, ça bouge pas mal, et ça permet comme ça d'échapper à des problèmes de minima locaux qui sont vraiment non dénombrables pratiquement pour les réseaux de neurones. Il y en aurait des millions et des millions. Bah, grâce au gradient stochastique, on évite les mauvais minima locaux. Il se trouve qu'à chaque fois, en pratique, on se rend compte, bien qu'il n'y ait pas de garantie théorique, on se rend compte qu'en pratique, on converge toujours vers un minimum de l'opposé de la log vraisemblance qui est tout à fait raisonnable. Bien, alors, ils sont très forts en reconnaissance d'image, mais ils sont aussi très fragiles. Et il y a notamment des problèmes. Alors ça peut poser des problèmes pour notamment les véhicules autonomes, c'est-à-dire ils peuvent subir des attaques. C'est-à-dire que là, on s'est rendu compte que si on avait une image de chien, on lui rajoute un bruit qui est très bien calculé, qui utilise en fait les poids du réseau de neurones.
qui est absolument invisible pour l'être humain, mais qui va tromper totalement le réseau de neurones et qui va, alors qu'il classait bien la première image comme un chien, et ben après, il va classer avec un grand niveau de confiance l'image plus le bruit qui, pour un être humain, ressemble toujours à un chien. Il va dire que c'est sans aucun doute une autruche. Et donc ça prouve que ces réseaux, ils sont pour l'instant mal contrôlés. Et on peut les utiliser, ils sont utilisés même de façon industrielle dans plein de domaines, mais il faut faire très attention. Et notamment, ils ont des problèmes de fiabilité. Ça, c'est toujours un domaine de recherche très, très actif pour essayer de les rendre plus fiables tout en conservant leur capacité de modélisation. Alors, on peut aussi les utiliser donc, pour de la modélisation de séries temporelles. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on considérait que le langage, en fait, c'est quelque part une série temporelle. Les mots arrivent les uns derrière les autres. Et donc, des réseaux récurrents ont été utilisés pour modéliser des séries temporelles. Il est récurrent dans le sens où il vérifie une équation de récurrence, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que Y, c'est l'observation au temps d'après, mais ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être aussi la classe du texte ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, on utilise une fonction qui va mémoriser le passé, qui va faire d'abord une récurrence. Donc, H de T, c'est une fonction de l'observation passée et de l'état au temps passé aussi, donc, parce que H, c'est l'état du réseau de neurones. H comme hidden, en fait, c'est parce que l'état du réseau de neurones est souvent assimilé à sa couche cachée. Et la prédiction, donc, c'est une certaine fonction de cette couche cachée. Alors, la prédiction, ça peut être la prochaine observation, mais ça peut être une classe, parce que ça peut être un peu n'importe quoi. Alors, ces réseaux de neurones sont toujours utilisés un peu en série temporelle, mais ils ne sont plus utilisés par contre pour le langage, puisqu'ils se sont fait battre par un autre modèle qui s'appelle les transformers. Alors, oui, avant de passer aux transformers, on voit qu'il y avait aussi une propriété très agréable dans ces réseaux de neurones récurrents, c'est qu'ils pouvaient avoir des entrées et des sorties de dimensions variables. Il suffisait d'avoir un code avec, là c'est l'underscore, qui est le code de fin. Et donc, vu qu'ils sont récurrents, ils se répètent sans arrêt à l'infini. Donc, on peut lui rentrer des données et pof, il voit le caractère de fin. Donc, il va apprendre que c'est le caractère de fin et qu'il n'aura plus de données. Et après, il va pouvoir générer des données et générer aussi un caractère de fin. Et ça, c'est extrêmement pratique pour faire notamment de la traduction automatique, puisqu'on peut lui donner en entrée des suites de mots dans une langue avec un point final et hop, il va générer après des mots dans une autre langue avec un point final. Et la longueur des phrases, bon, bah, ça dépend des modèles des langues. Donc ça déjà, ce fait de pouvoir travailler sur des longueurs variables était agréable, en sachant que dans la pratique, on peut quand même pas faire des chaînes comme ça temporelles avec des vraies longueurs variables, c'est-à-dire qu'on on peut pas atteindre l'infini, on a toujours une approximation avec un passé fini. Alors déjà, les réseaux de neurones récurrents, là, je vous en montre un, je reviendrai peut-être plus en détail dessus. C'était déjà une belle usine à gaz, hein. Quand on regarde comment ça fonctionne, et ben, il y a des quantités qui sont annexes, qui sont mises comme des cellules, il y a des flèches un peu partout, il y a des portes d'entrée qui lui permettent de se rappeler plus ou moins du passé. Et du coup, on passe d'une entrée, d'une couche cachée au temps précédent avec un savant mélange. Et du coup, ça nous donne un état nouveau et puis une prédiction à la fin qui va s'adapter, mais qui, là aussi, aura besoin de beaucoup, beaucoup de paramètres pour pouvoir donner des résultats intéressants. Alors là, c'est le Long Short Time Memory Model, c'est le LSTM, qui est toujours très utilisé
en série temporelle et qui a été inventé en 1998. Donc ça date hein, aussi. Et quelque part, il n'y a pas eu le Big Bang hein, de l'image en texte. Les progrès ont été beaucoup plus progressifs. Alors, il y a une version simplifiée du LSTM qui est le GRU, où il y a moins de… Du coup, les équations sont plus simples, il y a moins de portes, de choses comme ça, et les performances sont comparables, mais le GRU a été introduit en 2015. Voilà. Et donc, vous pouvez vérifier que ces réseaux de neurones, alors là, même avant l'avènement des transformers, on pouvait voir que Google Trad marchait très, très bien. Et si vous testez Google Trad, il y a un réseau de neurones profond derrière. Et vous allez voir que ça vous fait des traductions qui sont de mieux en mieux et ça ne cesse de progresser. C'est de plus en plus proche de ce que pourrait faire un vrai traducteur humain. Et voilà, Google Trad, en fait, ce qui fait la traduction, c'est ce modèle-là. Alors là, c'est un schéma très simplifié. C'est dans l'article originel hein, qu'il a été mis. Hein, c'est un article qui s'appelle « Attention is all you need ». Donc, ça a été les transformers qui ont été… c'est l'avènement des transformers. Et c'est des modèles qui sont encore plus compliqués que les modèles de réseaux de neurones récurrents. L'article, vous pouvez le lire, hein, il est très célèbre, il est totalement disponible sur… il était en IPS de 2017, hein, donc il est en libre accès. Il est très dur à lire, quoi. On ne comprend pas comment ils ont pu réussir à sortir un modèle de cet article, et pourtant, c'est certain qu'ils l'ont fait, hein, puisque maintenant, on travaille avec ça sans arrêt. Donc, il est dur à lire, non pas à cause des mathématiques, mais à cause de l'informatique qu'il y a derrière, parce qu'il faut bien voir qu'ils utilisent sans arrêt plein d'astuces informatiques, ce qui rend les programmes vraiment difficiles à faire. Alors, du coup, si vous voulez jouer un peu avec ces réseaux de deep learning, eh ben, il faut des ressources. Alors, il y a deux langages principaux en deep learning. Il y en a d'autres, hein, mais je ne vais pas en parler. Il y a PyTorch, donc c'est le langage de la recherche. Il est un peu plus récent que son concurrent TensorFlow. Actuellement, les trois quarts des articles de recherche qui sont souvent des congrès d'informatique assez prestigieux sont faits à l'aide de PyTorch. Donc, alors qu'il n'existe que depuis vraiment 2 ans. Donc, il a vraiment progressé et tout le monde l'utilise pour faire de la recherche. Il est très dynamique, il permet de faire des tests, il permet de faire beaucoup de modèles, justement, qui est vraiment adapté à ce que veut vraiment l'utilisateur. Par contre, il est quelque part, il faut tout lui dire, quoi. Il est peut-être moins facile, pour les modèles classiques, il est moins facile d'utilisation que son concurrent qui est plus utilisé en entreprise. Donc, son concurrent, c'est TensorFlow. En fait, c'est surtout Keras qui est au-dessus, parce que TensorFlow pur, c'est extrêmement dur à utiliser. Et ça, c'est Google qui le fait. PyTorch, c'était Facebook. Là, c'est Google. Et donc, il est plus vieux, il est plus rigide. On fait moins de modèles originaux avec. Mais si vous voulez des modèles qui soient tout à fait classiques, des modèles qui soient juste de la reconnaissance d'images, hein, qui fasse juste la classification d'images, c'est tout à fait suffisant. Alors, il faut dire qu'il est mieux optimisé que PyTorch quand même, hein, vu qu'il il a été fait vraiment pour pouvoir être utilisé en entreprise. Donc, il utilise un peu mieux les ressources, un peu mieux. C'est quand même pas… Sur la plupart des modèles, vous pouvez utiliser PyTorch, va très, très vite quand même, quoi. C'est vrai qu'il y a certains modèles, notamment les modèles du texte, qui sont énormes. Et là, c'est des milliards de paramètres où vous êtes en train d'essayer de fitter ou de faire en sorte que ça rentre dans votre mémoire de carte graphique. Là, TensorFlow va être un tout petit peu plus fort. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une bibliographie? Je dirais oui et non.
Parce qu'il y a un livre de deep learning, mais 2016, il est totalement obsolète. Enfin, totalement non. Si vous débutez, c'est très bien parce que du coup, vous allez apprendre, il y a des bases, des choses comme ça qui reviennent sans arrêt. Donc ça, c'est bien, mais par contre, il ne va pas traiter du tout les transformers, par exemple, parce qu'ils n'étaient pas encore inventés à cette époque-là. Donc, ça avance très, très, très vite. Donc, c'est dur d'avoir des ressources sous forme livre. En fait, les ressources, on les trouve sous forme article et sous forme voilà, documentation des logiciels. Alors, on trouve aussi un peu des cours sur le Collège de France. Donc, il y a Yann Lequin qui est venu faire une conférence en 2015, en 2016. Donc, ça, c'est un petit peu vieux, mais il y a déjà des choses intéressantes. Il y a déjà les réseaux de neurones convolutionnels. Et actuellement, il y a Stéphane Malin donc, qui fait un cours. Alors, ce n'est pas deep learning, c'est sciences des données, notamment il parle beaucoup d'ondelettes parce que c'est un spécialiste des ondelettes et en fait, notamment, il fait un parallèle entre ce qui se passe dans les réseaux de neurones profonds et les ondelettes, puisqu'il se trouve qu'il y a des parallèles entre les deux algorithmes. Ils font un petit peu la même chose, quoi. Donc, il a une interprétation avec le prisme des ondelettes sur les réseaux de neurones profonds qui peuvent être intéressantes. Alors, les vraies ressources, hein, c'est vraiment, il faut aller sur les sites hein, pour télécharger les logiciels PyTorch et TensorFlow, sachant que si vous n'avez pas de carte graphique, bah, ce n'est pas la peine. Vous n'arriverez pas à faire tourner les programmes. Mais tout espoir n'est pas perdu. Tout espoir n'est pas perdu puisque actuellement, vous avez des sites Internet qui vous donnent de la carte graphique. Donc, ça se présente, vous pouvez écrire des notebooks. Donc, des notebooks, c'est une façon de faire les programmes et sa documentation sous Python. Et donc, vous avez deux sites principaux. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. Mais il y a Google Colab qui vous donne donc de la carte graphique ou ce qu'ils appellent de la TPU, c'est un peu de la super carte graphique pour les calculs, et Kaggle. Alors, Google Colab ne vous garantit pas les cartes graphiques et au bout d'un moment, si vous l'utilisez trop, bah, il vous jette. Il vous dit non, vous avez utilisé trop de cartes graphiques, on va plus vous en donner. Par contre, Kaggle, il vous garantit un certain nombre d'heures de cartes graphiques. Généralement, c'est au moins 30 heures par semaine. 30 heures par semaine, ça suffit pour faire un projet d'études. Hein. Ça suffit pour faire de la classification d'images, des choses comme ça. Donc, voilà, il faut, si vous n'avez pas de gros ordinateurs, vous pouvez vous en sortir grâce à ces deux sites où l'inscription est évidemment gratuite et toutes les ressources qui sont données sont gratuites, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les ressources. C'était donc une présentation très générale de ce que je vais essayer de couvrir. Je verrai hein, en 5 heures, je pourrais peut-être pas couvrir notamment les traitements du langage naturel, mais déjà on peut faire déjà plein de choses en images. Alors je vais passer maintenant donc sur mon autre cours. Donc, je vais sortir du plein écran et je vais vous partager tout de suite le cours suivant qui va faire des petits rappels de statistiques parce que même si les mathématiques ne sont pas très difficiles, il faut quand même connaître un peu le jargon statistique pour pouvoir les utiliser et pour pouvoir vraiment en profiter. Donc voilà, je vous partage le second écran. C'est bon. Je le mets en mode présentation. Voilà. OK. Alors donc on va voir un petit peu d'histoire parce qu'il y a voilà, si on s'inscrit dans l'histoire, c'est plus facile de comprendre tout le modèle. Alors, et d'ailleurs, c'est une généralisation des modèles linéaires. Donc, on va montrer que, et ben voilà, c'est-à-dire on construit des modèles linéaires et puis après on les empile et on tombe sur les réseaux de neurones. Alors, le réseau de neurones formel, ça date pas d'hier. Hein. Premier article, 1943.
Donc, ils ont passé à faire des réseaux de neurones formels dès que l'ordinateur était pressenti, en fait, puisque 1943, c'est vraiment les tout débuts de l'informatique. Donc, on imaginait d'avoir comme ça un réseau de neurones, c'est des dendrites qui envoient de l'information au réseau. Et puis, quand il y a suffisamment d'informations, quand le neurone le juge pertinent, pof, il envoie une décharge dans l'axone qui va du coup faire passer cette information à d'autres réseaux qui le suivent. Et donc, les gens ont pensé à formaliser ça avec les entrées, c'est des réels. Donc, les dendrites, elles sont plus ou moins sensibles à ces entrées, donc il y a des poids. Et donc, le neurone fait un calcul qui est son potentiel. Et après, si le potentiel est suffisamment fort, hop, il envoie son information au réseau de neurones suivant. Et c'est grâce donc à une fonction d'activation, alors donc ça peut être une fonction un peu barrière, c'est-à-dire que ça vaut 0 si le potentiel n'est pas assez fort, et pof, dès qu'il est assez fort, ça vaut 1. Donc ça peut être une fonction comme ça très discontinue. Actuellement, ce qui est utilisé, c'est la relue, ça vaut 0 si ce n'est pas assez fort, et sinon c'est l'identité. Il envoie ce qu'il reçoit très exactement. Au réseau de neurones suivant. Historiquement, avant, c'était plus des fonctions sigmoïdes parce que les fonctions sigmoïdes sont infiniment dérivables et vu qu'on faisait beaucoup d'optimisation différentielle, ça paraissait plus agréable pour les personnes qui l'utilisaient. Alors, le schéma, si on avait vu un schéma, il y avait des carrés et puis des flèches. En fait, le schéma qui est utilisé, c'est toujours le schéma réseau de neurones, c'est toujours les variables, c'est des ronds, et les poids, c'est des flèches. Et puis, du coup, on arrive sur une autre variable qui est quelque part le corps du réseau de neurones. Et puis, s'il a suffisamment de signal, il envoie au suivant un signal non nul que j'ai appelé phi de t. Donc, on voit que c'est le schéma comme ça, très simple, mais il faut le garder en mémoire parce que tous les réseaux de neurones, ils vont être dessinés comme ça, quoi. Alors après, quand vous avez des milliards de paramètres, on ne s'amuse plus à faire tous les petits ronds parce qu'il y en aurait trop. Donc, c'est pour ça qu'ils sont tous regroupés dans des grands blocs. Voilà. Alors, les fonctions, alors historiquement, c'était des fonctions sigmoïdes. Fonctions sigmoïdes, hein, vous avez l'archétype de celle qui était le plus utilisée, c'est la tangente hyperbolique, hein, qui sature à -1 et à 1. Et puis donc il y a un dessin, hein, donc ça fait un petit peu comme une fonction sin, mais lissée. Voilà, la fonction sin, c'est vous avez -1 si vous êtes négatif, +1 si vous êtes positif. Et donc la tangente hyperbolique, c'est ça en lissé pour pouvoir rendre les modèles dérivables, infiniment dérivables. Et du coup, quand les modèles sont infiniment dérivables, les statistiques sont plus faciles, l'optimisation est plus facile, plein de choses sont beaucoup plus simples. Alors, ça permet déjà de faire de la classification. Si vous avez 2 classes, si les poids sont bien choisis, c'est-à-dire si les poids sont bien choisis, vous pouvez avoir une classe qui corresponde à certaines entrées et hop, vous passez par le réseau de neurones et ça vous donne positif, ça vous dit c'est une classe. Et sinon, pour ces mêmes poids, pour d'autres entrées, ça vous dit négatif, c'est une autre classe. Et ça a été, c'est ce qu'on a appelé le perceptron simple qui a implémenté ça. Donc, c'est perceptron simple, c'est le début des années 60. Hein. Et il y avait déjà un algorithme, et cet algorithme ressemblait beaucoup à l'apprentissage par renforcement. Donc, un apprentissage qui a été étudié en psychologie dans les années 60, où vous faites une action. Si vous avez réussi, vous avez une récompense. Donc, vous renforcez les poids dans cette action. Si vous avez échoué, vous avez une punition. Et donc, vous modifiez vos poids. Donc, vous les abaissez vers cette action et vous faites une autre action. Et donc, petit à petit, vous apprenez comme ça à avoir la bonne réponse vis-à-vis d'un stimuli. C'est vraiment comme si vous faisiez
du dressage d'un réseau de neurones. Voilà. Et donc, alors, on renforce, voilà, en rajoutant un tout petit peu de l'entrée. Si jamais on a dit 1 au lieu de -1, là, plutôt, on est en train de le modifier pour qu'il donne la bonne action. Et là, je me suis trompé, c'est -1 au lieu de 1. Non, c'est -1 au lieu de 1, on renforce, on rajoute plus. 1 au lieu de -1, on enlève, on fait baisser les poids. Et si jamais on donne la bonne réponse, en fait, les poids sont inchangés. Voilà, c'est comme un dressage, en fait. Les poids sont inchangés, c'est comme si on me donnait un sucre. Et comme ça, quand il voit plein d'exemples, et ben, tout seul, les poids s'adaptent à la tâche. Et à la fin, si votre problème est vraiment linéairement séparable, et ben, il va apprendre à donner la bonne raison. Et il va apprendre au bout d'un nombre. On peut démontrer, hein, c'est Rosenblatt qui a fait ça et qui a démontré que ça converge forcément après un nombre fini d'itérations. Alors, fini, hein, ça peut être très grand, mais c'est fini. Et voilà. Donc là, si on dessinait, donc les carrés, c'est -1, les triangles, c'est 1, et ben, le perceptron va trouver une ligne qui sépare ces deux ensembles. Donc la ligne, c'est ses poids, parce qu'on sait bien que quand vous êtes comme ça dans un espace RD, en fait, eh ben, vous pouvez le séparer avec ce qu'on appelle un hyperplan. Donc quand on est en 2D, l'hyperplan, c'est la droite, et on imagine qu'on peut faire ça dans n'importe quelle dimension. On peut trouver un hyperplan qui va couper notre espace original en deux. Et donc, le perceptron trouve une droite. Alors ça a donné beaucoup de variantes, notamment parce que là, on remarque qu'il y a une infinité de droites. Alors, laquelle va être la mieux pour trouver une bonne séparation? Et il y a des gens qui ont dit, bah, oui, il faut trouver la droite auquel on a la plus grande marge entre les deux ensembles. Et donc, ça a donné les supports vecteurs machines qui ont été très utilisés dans les années, à la fin des années 90, début des années 2000. C'était vraiment des modèles qui étaient très étudiés, très utilisés. Ils ont été un petit peu remplacés par les modèles agrégatifs, hein, Random Forest, XGBoost, Boosting. Et ces modèles agrégatifs restent les meilleurs d'ailleurs dans certaines tâches quand les données sont peu structurées. Mais sinon, voilà, il a été totalement remplacé après par les réseaux de neurones profonds dans tout ce qui était classification, notamment d'images. Et notamment, alors, on s'est aperçu qu'il avait tout de suite des limites, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes très simples, hein, comme le XOR, hein, donc qui vaut 0, là, c'est pas -1, mais c'est 0 si vous valez 0, 0 ou 1, 1. Donc, c'est le OU exclusif, et ça vaut 1 si vous avez deux valeurs différentes, donc 0, 1 ou 1, 0. Et donc ça, vous ne pouvez pas trouver une droite qui va séparer, qui va découper en deux ce problème, parce qu'à chaque fois que vous tracez une droite, eh ben, vous avez une observation d'une classe et l'autre observation de l'autre classe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème qui n'est pas linéairement séparable. Et donc une solution, bah, c'est de tracer une courbe plutôt. Voilà, là, d'un côté de la frontière, vous avez que des carrés, de l'autre que des triangles. Et donc, notamment, on s'est dit, bah, il faut faire plus général que des classifieurs linéaires comme le perceptron simple. Il faut pouvoir modéliser des non-linéarités si on veut avoir plus de puissance et répondre à des problèmes plus difficiles. Alors, attention, l'optique des supervecteurs machines, c'était un petit peu différent, c'est-à-dire que oui, dans le problème original, le XOR n'est pas linéairement séparable, mais si on agrandit l'espace, notamment, et qu'on trouve donc des features, des caractéristiques astucieuses, on peut le rendre linéairement séparable. Et là, c'est le cas si vous considérez non pas simplement les coordonnées X et Y comme l'abscisse, mais aussi le produit des deux. Et dans ces cas-là, vous avez un espace de dimension 3, et dans cet espace de dimension 3, vous êtes de nouveau séparables. Quelque part, c'est ce que fait quand même un réseau de neurones profonds, puisque à la fin,
à la dernière couche, il utilise un classifieur linéaire. Donc, on imagine qu'il a projeté, là, qu'il a fait toute une cuisine pour essayer de transformer les données pour que, à l'avant-dernière couche, il ait quelque part rendu le problème presque linéairement séparable. Bien, alors, quand les gens ont vu qu'il fallait rajouter qu'une des solutions possibles, celle qui n'était pas la solution support vecteur machine, mais vraiment la courbe non linéaire, une des solutions possibles, c'était de rendre la fonction perceptron non linéaire. Et donc, historiquement, ça a été ce qu'on appelle le perceptron multicouche, qui avait une seule couche cachée, qui était donc qui est modélisé par des S là dans les réseaux. S parce que c'était souvent la tangente hyperbolique, donc c'est un peu une sigmoïde. Et donc c'était simplement une fonction comme ça paramétrique, une fonction paramétrique qui permet de modéliser des fonctions non linéaires. Et il y a eu un théorème dans les années 90 qui a dit, ben voilà, eh ben une seule couche cachée, ça suffit parce que quelle que soit la fonction continue à support compact que je veux approximer, eh ben un perceptron avec une seule couche, mais suffisamment d'unités cachées, permettra de me rapprocher de cette fonction aussi proche que je veux, c'est-à-dire à être proche à epsilon près. Et donc, c'est ce qu'on appelle le théorème d'approximation universelle. Et ça a été un grand piège qui a empêché ces modèles de progresser pendant très longtemps. Parce qu'il dit, il dit implicitement qu'il n'y a pas besoin de rajouter d'autres couches. Une seule suffit. Et donc, les gens essayaient avec une seule couche, et s'obstinaient à n'utiliser qu'une seule couche. Le problème de ce théorème, c'est qu'il dit qu'il y a toujours, on peut trouver une couche suffisamment grande, mais il se trouve que voilà, la taille de la couche cachée à utiliser va dépendre de la dimension des entrées, et en fait, c'est une fonction exponentielle de la dimension des entrées. C'est-à-dire que si vous avez un problème d'image, eh ben, il fallait une couche qui soit tellement grande qu'en fait, vous n'auriez jamais eu assez d'images pour pouvoir la modéliser, pour pouvoir estimer tous les points. Mais jusque dans les années 90, sur des petits problèmes, c'est un modèle qui a pas mal marché et qui était quand même pas mal utilisé. Bon, on a une fonction paramétrique. Elle peut approximer n'importe quelle fonction. Mais alors, du coup, il faut quand même pouvoir trouver les bons paramètres pour un problème donné. Et donc, ça s'appelle estimer les bons paramètres suivant avec des exemples, avec des observations, en fait, et faire des statistiques, trouver un maximum de vraisemblance ou des moindres carrés. Alors, il y a on peut voir deux grandes familles de problèmes. Il y a la régression. La régression, c'est-à-dire on essaie de minimiser l'erreur quadratique entre la prédiction et ce qui devait prédire vraiment, quoi. Donc, toujours X, c'est la variable explicative, Y, c'est la cible, c'est la variable expliquée, et on essaie de faire une fonction donc, qui, en fonction des entrées, se rapproche le plus possible de la cible. Et donc, une façon de faire se rapprocher, ça veut dire que la distance au carré, elle est petite. Donc, ça donne des estimateurs des moindres carrés. C'est d'ailleurs très proche d'un problème de classification. Un problème de classification, ça revient à faire presque ça, d'ailleurs. Et donc, la classification, on a des classes plutôt. Alors, du coup, on a des probabilités. Et du coup, au lieu de minimiser l'erreur quadratique, on minimise l'opposé de la log vraisemblance. Là, j'ai mis la log vraisemblance. Alors, ils ont évidemment, les gens qui ont fait les réseaux de neurones venaient plus de l'informatique. Donc, ils ont appelé ça la cross-entropie. Mais ça veut dire vraiment l'opposé de la vraisemblance pour la classification. Et donc, c'est simplement une vision plus informatique d'un truc qui était connu par les statisticiens et étudié par les statisticiens depuis très, très longtemps. Et il se trouve que quand vous faites le logarithme de la probabilité de Y,
Si vous avez pris une fonction softmax, on va se rendre compte qu'en fait, on est très, très proche d'une fonction quadratique. Quand on fait les calculs, quand on programme le logiciel et qu'on regarde ce qui se passe. Donc, les poids, les θ, vont simplement être estimés par maximum de vraisemblance. Alors, la régression, ça peut être vu comme un problème de vraisemblance, maximum de vraisemblance aussi, hein, puisqu'il suffit que l'erreur de régression, c'est-à-dire entre le f de θ de xt et y, il suffit que l'erreur soit gaussienne, et ben minimiser le carré des erreurs, c'est maximiser la log vraisemblance gaussienne. Donc, ça peut être vu les deux comme un problème de maximum de vraisemblance. Alors, le maximum de vraisemblance, vous avez fait des stats, ça a plein de propriétés. Dans les modèles réguliers, c'est asymptotiquement sans biais, asymptotiquement sans efficace. Donc, quelque part, c'est moralement il y a une espèce d'optimalité derrière. L'optimalité en statistique, c'est un problème qui n'est pas vraiment résolu. Mais bon, là, c'est une espèce d'optimalité. Sauf que, bon, des réseaux de neurones, il y a des milliards de paramètres, donc parler de normalité asymptotique, ça peut faire bizarre, quoi. Mais c'est déjà des choses qui semblent, ça faisait longtemps que ça marchait très, très, très bien, quoi. OK. Mais alors, il faut trouver ces paramètres. Et vu que la fonction est très compliquée, il n'y a pas du tout de solution analytique comme dans un modèle linéaire. Le modèle linéaire, il y a la pseudo-inverse, et puis on peut calculer des paramètres de façon explicite si les variables explicatives ont une bonne forme, c'est-à-dire qu'elles ont une matrice de variance-covariance qui est définie, qui n'a pas de valeur propre nulle. Mais là, on ne peut pas le faire, et donc en fait, ce qu'on faisait, c'est une descente de gradient. Donc on va calculer la dérivée par rapport aux paramètres de la fonction que j'ai appelée E, qui est un peu une fonction d'énergie, mais c'est un peu l'opposé d'une log vraisemblance pour une observation. Et si on sait faire pour une observation, on sait faire pour toutes. Et quand on a calculé le gradient, il y a un algorithme numérique qui s'appelle la descente de gradient, c'est-à-dire on va dans la direction opposée du gradient pour pouvoir minimiser la fonction. Et donc, ça va nous donner une solution numérique, c'est-à-dire on va comme ça, itérativement, se rapprocher du paramètre qui minimise l'opposé de la log vraisemblance. Alors, je vais donner… donc, on va essayer de calculer le gradient. Alors, je vais donner un exemple élémentaire d'un MLP. Notamment, là, je prends une fonction d'erreur qui est une log vraisemblance d'un problème de classification avec tout simplement deux états, 1 et 0. Donc, vous aviez les probabilités de 1, et là, j'ai mis P2 parce que c'est la deuxième sortie. Et donc, il va falloir calculer la dérivée de cette fonction d'erreur de la fonction par rapport aux paramètres. Et on va raisonner couche par couche. Alors, la première couche, c'est l'entrée. Hop. Après, la deuxième couche, c'est ce qui arrive sur la couche cachée. Donc, c'est une fonction non linéaire d'une fonction linéaire des entrées. Donc, on prend des tangentes hyperboliques à chacune des coordonnées. Donc, c'est un tout petit exemple. Et puis, la troisième couche, c'est la fameuse softmax pour transformer ces sorties qui, a priori, sont réelles en probabilité, c'est-à-dire positif qui somme à 1. La fonction de coût, en fait, il y aurait un moins, hein, je me suis trompé, c'est faut minimiser l'opposé de cette fonction-là. Et donc, on a cette fonction de coût-là. Et pour dériver, c'est facile, hein, il y a ce qu'on appelle la chain rule, c'est-à-dire, on sait très bien que dériver par rapport à un paramètre, on peut dériver par rapport à des quantités intermédiaires. Et là, les quantités intermédiaires vont être les sorties de chacun des réseaux de neurones. Et donc, on fait rouler l'équation de la chain rule. Et donc, si je veux calculer par rapport à un paramètre, il faut dériver par rapport à la sortie de chacune des unités cachées. Et puis après, ces unités cachées, il faut les dériver par rapport à chacune des entrées. Bien. Et on se rend compte que si on fait ça, on va calculer plusieurs fois les mêmes quantités qui apparaissent dans plusieurs endroits. Et donc,
Excuse-moi, je n'entends plus rien là. Moi non plus. Moi non plus. Qu'est-ce qui se Allô? passe? Joseph, est-ce que tu es toujours là? Joseph. Ah, aïe, 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 aïe. Attendez, je vais mettre en pause le temps qu'on répare le problème. On recommence. Voilà. Joseph, Oui, on ne t'entendait pas un moment. Là, c'est oui, d'accord? c'est revenu. Ouais, ouais. Je suis désolé, hein, il m'a mis ça juste à l'instant. Mais moi, j'ai rien touché, donc c'est bizarre. Bah, bon, je vais. Non, mais ça va, de toute façon, c'est bon. OK. OK. Donc, la chain rule, il faut la faire de façon astucieuse. Alors, on va faire un petit abus, hein, c'est-à-dire tout ce qui est qualitatif, donc tout ce qui est classe, pour avoir des équations transparentes, on les envoie dans le simplex, c'est ce qu'on appelle le one-hot encoding. Si on a deux classes, et ben la première classe, c'est codé avec le vecteur 1, 0, et la deuxième classe avec le vecteur 0, 1. Ce qui permet d'utiliser après des additions classiques sans avoir à tenir compte d'une classe spéciale. OK. Et en fait, voilà, dans les années 80, là, c'est notamment Geoffrey Hinton, il a dit, bah non, il y a un algorithme qui s'appelle la backpropagation et qui permet de calculer cette chain rule de façon totalement efficace sans jamais avoir à répéter des calculs de dérivés partiels. Et on commence par dériver la sortie. Et en fait, voilà, on a une quantité que j'ai appelée delta L, qui est un peu… Donc, la première, c'est la dérivée de la fonction de coût. Donc, c'est l'opposé de la log vraisemblance la plupart du temps. Et cette fonction, en fait, on peut dériver, on peut calculer la précédente en connaissant la suivante. Et du coup, on peut recalculer comme ça toutes ces fonctions delta de proche en proche en remontant dans le réseau de neurones. Alors, en fait, le delta L, ça serait plutôt au départ delta L plus 1, donc c'est vraiment ce qui s'est passé à la sortie. Et puis après, pof, on a une fonction linéaire là qui en fait revient à multiplier par la transposée de la matrice des poids et qui fait que cette erreur remonte dans le réseau de neurones et permet de calculer la quantité delta L de la couche précédente. Après, il faut bien faire attention de multiplier par les dérivés des fonctions d'activation. Et ainsi de suite, on peut réitérer ce processus si on avait plein de couches. Et du coup, après, on peut en déduire la dérivée par rapport à un poids grâce à ces quantités, grâce au delta L, en remultipliant par en fait, par la dérivée de ce qui est sorti du réseau de neurones par rapport au poids. Donc ça, c'est des équations qui sont très classiques. Les delta L permettent de recalculer les dérivés par rapport au poids et les delta L se rétropropagent comme ça de proche en proche dans les réseaux de neurones. Alors, rassurez-vous, hein, alors c'est intéressant, je donne un exercice, c'est intéressant de réimplémenter cette fonction de rétropropagation, mais c'est là où les logiciels de deep learning sont utiles, c'est qu'il va faire le calcul pour vous en fait, il le fait de façon automatique. Et donc, il n'y a jamais à se préoccuper de rétropropager quoi que ce soit. En fait, c'est le logiciel qui le fait tout seul. Et donc, ça permet de faire n'importe quelle architecture. Et après, hop, le calcul du gradient va être fait de façon totalement automatique et ce qui va faire gagner énormément de temps. Alors, on peut résumer cette opération de façon tout à fait matricielle. Hein. Si jamais on devait faire le programme soi-même, hein,
avec par exemple NumPy en Python, il faut faire évidemment des produits matrices vecteurs pour aller très vite, il ne faut pas faire des boucles. Et en fait, tout s'écrit de façon matricielle. Donc, on propage de proche en proche l'entrée, hop, on fait la fonction linéaire, la fonction, on fait donc l'application linéaire, les petites fonctions non linéaires, donc de style tangente hyperbolique. Ça donne l'entrée à la couche suivante et rebolote, de nouveau application linéaire, de nouveau fonction d'activation. On recommence ça sur toutes les couches. Et la rétropropagation, on commence par la dérivée par rapport aux sorties de toutes les erreurs. Donc, ça se calcule comme ça. On multiplie donc par… Parce que souvent, vous avez une softmax en sortie. Hein. Donc, il faut multiplier par cette dérivée de la softmax. Ça me donne mon premier delta. Et hop, je peux les rétropropager, tous ces deltas avec la rétropropagation. Donc, on voit delta L, c'est une fonction linéaire de delta L plus 1. Et vous devez multiplier, vous devez non pas appliquer une non-linéarité, mais il faut en tenir compte en multipliant terme à terme par la dérivée de cette non-linéarité. Et en remontant comme ça, on arrive au premier delta. En fait, c'est delta 2, hein, parce que delta 1, quand ça correspondrait aux entrées, on n'en a pas besoin. Et à la fin, le gradient, en fait, c'est juste ce qu'on appelle un produit externe avec ces delta n qui permet de calculer ce gradient. Alors les équations comme ça matricielles permettent notamment de réimplémenter cette descente de gradient à la main pour apprendre, pour voir comment ça marche. Et de se rendre compte que la classification et la régression, en fait, c'est des problèmes qui, au moins algorithmiquement, sont très, très proches les uns des autres. OK, encore une fois, pas besoin de s'en soucier. Ça, c'est PyTorch et TensorFlow qui vont faire ces calculs compliqués tout seuls pour vous. Donc, c'est là où c'est très, très agréable. Alors, si on faisait, donc là, je vais donner sur mes slides, sur l'exemple basique, j'ai déroulé toutes les équations et comme ça, on revoit comment on peut recalculer terme à terme toutes les quantités qui sont données en théorie. Et voilà. Et alors là, ce qui est vraiment agréable et ce qui est vraiment un grand avantage numérique des réseaux de neurones par rapport à plein d'autres modèles, c'est qu'en fait, on voit qu'on a un algorithme de propagation pour calculer la fonction et un algorithme de rétropropagation pour calculer la dérivée. Et ça, c'est modulaire, c'est-à-dire qu'une couche, tout ce qu'elle a besoin de savoir, c'est ce qui lui arrive. Alors, ce qui lui arrive comme ça par en bas quand c'est la propagation et ce qui lui arrive par en haut quand c'est la rétropropagation. Et une fois qu'elle a ces deux quantités qui lui arrivent, elle-même, elle peut calculer son propre gradient toute seule et envoyer le message avec la bonne quantité pour pouvoir donner toutes les informations à la couche qui l'a précédée, à toutes les couches qui l'ont précédée pour pouvoir, comme ça, faire son calcul de gradient elle-même. Et donc, chacune des couches, comme ça, en faisant ce passage de message en forward et en backward, va pouvoir calculer à chaque fois son gradient. Et du coup, vous pouvez comme ça faire un très, très gros modèle en empilant les couches sans vous soucier des règles de composition pour calculer les gradients, parce que les passages de messages vont être totalement automatisés par le logiciel. Et donc, même actuellement, certains modèles, notamment pour la reconnaissance d'image, ils ont 150 couches, quoi. Et ça ne pose aucun problème pour calculer les gradients, puisqu'il suffit chaque couche peut faire son calcul de gradient elle-même en ayant les bonnes quantités qui lui sont passées. Donc, ça rend ces modèles numériquement, on peut faire des architectures épouvantablement compliquées. Les logiciels vont vous donner le gradient de façon extrêmement simple. Quelque part, le problème numérique est totalement résolu. Alors, il faut faire attention, hein, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de données, beaucoup, beaucoup de poids.
Et donc, on ne fait pas généralement le gradient sur toutes les données disponibles. On fait plus un gradient, ce qu'on appelle stochastique, en fait. C'est sous forme de mini-batch. Donc, le stochastique, hein, c'est ici donné par 1, c'est vous remettez les poids observation après observation, puisque une observation vous donne une erreur, et ben vous, du coup, vous changez les poids de façon à ce qu'il fasse un peu moins d'erreurs, exactement comme dans le perceptron. Batch, bah, vous faites ça sur toutes les observations. Alors, c'est bien parce que ça moyenne les erreurs et du coup, il est moins variant, mais ça prend trop de temps pour les modèles à l'heure actuelle. Et en fait, les modèles à l'heure actuelle font un peu un entre-deux. Ils remettent les poids à jour, petit paquet de données par petit paquet de données, et ça s'appelle des mini-batchs. Et ça, c'est vraiment la technique qui est utilisée partout et qui fait un compromis, c'est-à-dire on met les poids suffisamment vite, puis on met une taille de mini-batch suffisante. Généralement, ça tourne autour de 64 ou 128, des puissances de 2 pour améliorer la parallélisation. Et ces mini-batchs donc, permettent de trouver un compromis entre la vitesse et quelque part les chocs stochastiques qui font que les gradients descendent de façon trop aléatoire et mettent du temps à converger. Voilà, alors il y a un petit peu de garanties sur l'algorithme stochastique, mais les garanties, c'est que le pas de mise à jour doit diverger vers l'infini et la somme de ces carrés doit converger. On ne fait jamais ça en pratique. En pratique, il y a quand même l'idée que plus on avance dans l'algorithme, plus on descend les poids parce que les mises à jour doivent se faire de façon un peu moins violente. Mais on fait évidemment un nombre fini d'itérations. Donc là, des convergences de séries infinies, c'est des questions qui ne se posent pas dans la pratique. Alors, il y a toutes des techniques. En fait, on utilise rarement le gradient stochastique pur. On utilise des techniques d'accélération du gradient stochastique. Les deux principales, c'est pour les images, c'est le momentum. C'est-à-dire qu'on se rappelle un petit peu du calcul du gradient précédent et on le garde en mémoire et on fait le nouveau gradient, c'est l'ancien plus un petit peu du nouveau, quoi. Et puis après, les poids se mettent à jour avec cette nouvelle quantité. Donc ça marche très, très, très bien numériquement, hein. Ça accélère vraiment le processus et c'est la norme, hein, de mettre un gradient, un momentum et le alpha, hein, qui gère un peu la mémoire. Il est celui qui marche dans quasiment tous les cas, c'est 0,9. Voilà. Numériquement, on s'en aperçoit. Et après, il y a d'autres techniques. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails. Il y a Adagrad ou Adam, qui sont en fait des techniques qui mettent à jour, qui font que les mises à jour des poids s'adaptent suivant chacun des paramètres. Il y a des astuces pour que quand les paramètres bougent beaucoup, et ben les mises à jour se font plus rarement. Et quand les poids ne bougent pas trop, le pas de la mise à jour est plus grand. Et donc, ça va s'adapter à tous les paramètres. Et notamment pour tout ce qui est réseau de neurones récurrents ou transformers, c'est plutôt ce type de gradient qui va mieux marcher en pratique. Là encore, il y a peu de résultats théoriques. On ne sait pas trop pourquoi c'est ceux-là qui sont les meilleurs, mais en pratique, on se rend compte que c'est ceux-là qui sont les meilleurs. Ça laisse ouvert, hein, il y a plein d'hyperparamètres à régler, ça laisse ouvert tout un champ de recherche. Voilà, donc numériquement, ça, c'est même si ça paraît énorme, en fait, ça marche très, très, très bien. Et notamment sur les données d'entraînement, il n'est pas rare de pouvoir réduire l'erreur à zéro, quoi. Donc, de marcher parfaitement bien. Mais si vous réduisez l'erreur à zéro, vous avez un gros problème, c'est que vous risquez de faire de l'overfitting. Alors là, c'est juste un petit commentaire sur l'algorithme batch, mais ce n'est plus du tout utilisé de nos jours, donc je vais passer. Alors, l'overfitting, c'est plutôt le problème. Ce n'est pas tellement de minimiser l'opposé de la loi de vraisemblance, c'est faire attention à ce qu'elle ne soit pas trop minimisée, sachant que là aussi, il y a des pièges par rapport aux statistiques classiques, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus vraiment des compromis biais-variance dans ces modèles-là.
des fois, il y a des modèles qui descendent l'erreur à zéro, qui continuent à très très bien généraliser, alors qu'ils sont dans l'overfitting, quoi qu'il arrive. Cela dit, avant l'avènement du deep learning, quand on avait des perceptrons multicouches historiques, c'était vraiment, on essayait de minimiser l'overfitting au maximum. On n'avait qu'une seule couche, il ne fallait pas qu'elle soit trop grande, et donc on essayait d'avoir une descente sur l'ensemble d'entraînement qui ne soit pas de l'apprentissage par cœur, mais qui donne après une bonne généralisation sur des nouvelles données. Alors, je vais faire un tout petit exemple. Alors, il est fait, je vais passer peut-être, je vais partager tout mon bureau, hein, parce que donc je vais quitter ça et je vais lancer, donc il faut que je copie directement dans le texte. Donc, un tout petit exemple qui est fait en R. Je vous partage le bureau dès que je l'ai, hein. Alors, voilà, je l'ai. Je vous partage le bureau. Alors, voilà. Donc là, je vais prendre plutôt tout le bureau, ça va être plus facile. Donc là, j'ai lancé R. Et donc, je suis dans le source, parce que c'est plus facile de faire du copier-coller. Voilà. Alors maintenant, on n'utilise plus du tout R, hein, pour faire du réseau de neurones, mais là, c'est historique, hein. Donc, c'est la librairie NNet dans R. Donc, en fait, je fais les entrées, c'est une loi normale, hein. Il y a 30 observations de dimension 2. C'est des normales IID, hein, et sont très normées. Et la sortie, donc celle qui doit prédire, c'est une normale aussi, 30 normales IID de dimension 1. Donc, tout est indépendant. Donc, on a des normales centrées normées. X est indépendant de Y. Donc, la meilleure prédiction de Y en fonction de X, bah, c'est la moyenne de Y, c'est-à-dire c'est 0. Donc, on va faire tourner le modèle sur un modèle donc, avec 10 unités cachées et on va regarder quelle est sa prédiction. Donc, je fais tourner là. Je vais le faire d'un seul coup. Donc, voilà, là, c'est le modèle. Donc, ça va assez vite parce que c'est un tout petit exemple. Alors là, je vais remplir l'espace de points aléatoires pour pouvoir voir comment le modèle se comporte sur ces nouveaux points tirés au hasard. Et on va voir quelles sont ses prédictions et qu'est-ce que ça va donner au final. Donc, je vais faire un dessin. Hop. Voilà. Et je passe dans le dessin. Et je vais vous le montrer. Je vais faire tourner. Donc, c'est avec RGL. Donc, les points rouges, c'est les vraies observations. Donc, on voit qu'elles sont toutes autour de 0, hein. Donc là, c'est en 3D, il y a les X, les deux dimensions de X et la dimension de Y. Et les points verts, donc c'est quand j'ai rempli l'espace de points tirés au hasard, j'ai regardé l'évaluation de la fonction perceptron sur ces points-là. Et on voit qu'il a fait un surapprentissage énorme. C'est-à-dire qu'il passe par tous les points rouges, on est d'accord, mais dès qu'il y a un point qui ne tombe pas dans les points rouges, eh ben, il peut répondre n'importe quoi. Il descend très bas ou il monte très haut. Donc là, rien qu'avec 10 unités cachées, on voit qu'il a le problème que sur les bases d'entraînement, il passe par tout le monde, c'est parfait, mais sur des nouveaux points, il répond n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas du tout parfait. OK, donc là, on a donc un exemple d'overfitting. Et donc ça, c'est un vrai problème, surtout avec les perceptrons qui ont une seule couche cachée.
OK. Alors, je vais donner un autre exemple qui, là, va être un peu plus, du coup, un peu plus deep learning, c'est-à-dire avec des grands modèles. Donc, maintenant, je vais faire pareil, hein, des données sans très normées, mais X, c'est en dimension 2000 et Y, c'est toujours 0,1. Et donc, on va mettre des fonctions avec des relus. Alors, j'ai mis comme ça des fonctions, des perceptrons. Donc, il a deux couches cachées. Ce n'est pas vraiment un réseau de neurones très profond, quoi. Et j'ai juste joué sur la dimension de la couche cachée. Donc, ça va de 2 puissance 3 hein, jusqu'à 2 puissance 7. Et je fais donc une méthode de mini-batch hein, parce que j'ai, vous voyez, 100 000 observations pour l'apprentissage. Et vu que j'ai simulé, j'ai fait 100 000 observations pour regarder comment quelle va être son erreur sur des nouvelles données de test. Vu que je simule, je peux faire des grands nombres parce que comme ça, je vois bien comment je m'approche vraiment de la moyenne théorique, quoi. Donc voilà, des mini-batchs, un momentum, un pas d'apprentissage qui reste constant à 0,1. Et voilà, donc suivant le nombre de données d'unités cachées, donc il a deux couches, hein, je calcule son nombre de paramètres et je donne les erreurs. Donc il doit prévoir une observation indépendante qui est centrée réduite, hein. Donc l'erreur moyenne idéale, c'est 0, c'est 1. Et donc on voit notamment que sur l'apprentissage, avec ce nombre de paramètres, il commence à faire de l'overfitting, c'est-à-dire qu'il descend en dessous de 1. Mais sur le test, il monte au-dessus, il est à 1,31. Et plus je monte les nombres d'unités cachées, plus le modèle devient grand, donc plus il surapprend, c'est-à-dire l'erreur d'apprentissage diminue, l'erreur de test augmente. À 2,5, ça continue, l'erreur d'apprentissage diminue et descend 0,15. L'erreur de test continue à augmenter. Et après, je reprends à encore plus grand, hein, donc on a plus de 100 000 paramètres. L'erreur de test continue, l'erreur d'apprentissage continue à descendre. Par contre, l'erreur de test, il se passe le phénomène de double bump et on s'en est aperçu qu'avec les gens s'en sont aperçus qu'avec le deep learning, c'est-à-dire que là, l'erreur de test commence à rediminuer. C'est-à-dire que l'overfitting est moins grand. On est passé de 2,62, hein, qui est vraiment une grosse erreur de test, à 2,16. C'est toujours de l'overfitting, mais c'est moins grand. Et quand je prends encore plus de paramètres, l'erreur d'apprentissage continue à descendre. On pourrait, comme ça, en remontant le nombre de paramètres, à la descendre à totalement zéro. Par contre, l'erreur de test, elle continue à s'améliorer. Et ça, il y a de la recherche dessus, il n'y a pas encore d'explication satisfaisante de qu'est-ce qui se passe. On soupçonne que c'est très certainement dû à l'algorithme d'apprentissage. C'est-à-dire, quand il y a beaucoup de paramètres, il doit y avoir un truc dans le gradient stochastique qui fait que ça régularise le modèle de façon automatique. Donc voilà, on a le surapprentissage. Donc, je vous ai montré le classique avec R. Donc, ce à quoi on s'attend de façon vraiment normale. Et on voit qu'en fait, c'est plus si simple avec le deep learning et qu'il y a des modèles extrêmement grands qui réagissent pas trop mal et qui font finalement pas trop d'overfitting, quoi. Alors, comment on va s'en sortir avec des modèles qui sont, parce que même s'ils sont très grands, ils ne font pas trop d'overfitting, il faut quand même avoir une méthode pour essayer de contrôler un peu tout ça, quoi. Et donc, et ça, c'est commun à tous les modèles. On va, on va, on va essayer de trouver des astuces. Alors, il y a quand même la sélection du meilleur modèle, c'est fait actuellement tout le temps par la méthode de hold-out, c'est-à-dire vous avez un ensemble d'apprentissage, un ensemble de validation, et puis théoriquement, vous n'avez pas votre ensemble de tests, mais pour les challenges, les gens qui organisent le challenge, ils ont une erreur de test qui va permettre au final de déterminer quel est le meilleur modèle.
Et donc, alors, c'est des modèles tellement grands que la méthode de holdout, c'est une version un peu dégénérée de validation croisée. La validation croisée, ça marche très bien pour essayer d'estimer des hyperparamètres sur des modèles qui sont petits parce qu'on peut faire plein de découpages des données. Mais là, ils sont tellement grands, ça met tellement de temps à apprendre qu'on en reste avec un seul ensemble de validation. Et c'est ça que tout le monde utilise généralement. Cela dit, même si vous avez comme ça cette erreur d'apprentissage, erreur sur l'ensemble de validation, et vous gardez évidemment le modèle qui a la meilleure erreur, non pas d'apprentissage, mais la meilleure erreur de validation, il va falloir quand même utiliser des techniques de régularisation pour que cette erreur de validation ne soit pas trop grande. Alors, je vais en parler parce qu'elles sont communes à tous les modèles. Vous avez donc les techniques qui sont totalement standards, qui sont le weight decay. En fait, ça s'appelle aussi, en statistique plus machine learning, de la régression ridge, c'est-à-dire qu'on limite la taille des paramètres. Le dropout, ça c'est un peu typique du deep learning, ce qui revient à faire, ça ressemble un peu à du bagging, c'est-à-dire c'est quand vous utilisez pas toutes les données tout le temps, et après vous faites une espèce de méthode d'ensemble. Vous faites, il y a aussi de la batch normalisation, on va rentrer dans le détail, c'était à l'origine fait pour améliorer la descente de gradient. Et en fait, on s'est rendu compte que ça avait tendance à régulariser le modèle. Le early stopping, c'est vous arrêtez quand il vous semble que vous avez suffisamment appris, vous arrêtez l'algorithme de gradient, notamment sur la base de l'erreur sur la validation croisée. Et le mix-up, en fait, c'est vous apprenez pas exactement les données, mais vous apprenez un mélange des données, c'est-à-dire vous apprenez 50% d'un label, ou plutôt c'est tiré au hasard, hein, plutôt 90% d'un label et 10% d'un autre. Donc, vous mélangez un petit peu comme ça les données, ce qui fait qu'il a plus de mal à apprendre par cœur les données et on se rend compte que ça marche bien, très bien en pratique. Ça permet d'avoir des meilleures erreurs sur l'ensemble de validation. Et il se trouve qu'il y a des résultats théoriques sur le holdout. Alors, si vous avez suffisamment de données, en fait, cette méthode pour la classification, donc si vous regardez l'erreur de classification, le holdout, c'est une méthode qui est optimale dans le sens où ça vous donne des résultats qui vont s'adapter au type de problème que vous avez. Si vous avez un problème facile, notamment, ça va vous donner l'erreur avec une grande vitesse de convergence. Voilà. Donc ça, c'était… Alors, je fais un peu en accéléré. Hein. Donc ça, c'était un petit peu où j'allais en venir dans le cours suivant. Et donc, on va aller voir un petit peu tout de suite ces techniques de régularisation. J'aurai certainement pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais on y reviendra parce que c'est quand même très fondamental pour la pratique. Il faut les utiliser obligatoirement. Alors, elles ne sont pas exclusives. On utilise, en fait, on les mélange un petit peu tout en même temps. OK. Et donc, je vais passer maintenant sur un cours donc, vraiment typique. Donc, je sors de R. Donc, j'enlève celui-là. Et je mets celui-là. Donc là, c'est la régularisation. Donc, le holdout à la fin, mais on va voir déjà les techniques dont je vous ai parlé, enfin les principales qui sont le weight decay, dropout et batch normalisation. Donc, on a vu que numériquement, optimiser la log vraisemblance, c'est-à-dire minimiser l'opposé de la log vraisemblance, ça marche très bien. L'algorithme stochastique, même vous voyez sur les simulations numériques que je vous ai fait, quand j'avais beaucoup de données, quand je grossissais les modèles sur la donnée d'entraînement, l'algorithme stochastique il réduisait pratiquement l'erreur à zéro.
Donc, c'est vraiment, ça marche très bien, quoi. Et donc, il ne faut pas apprendre les données par cœur. On va donc généraliser. Sachant que généraliser bien, on aura une estimation de notre généralisation sur l'ensemble de validation. Et donc, le hold-out est toujours implicite dans tous ces modèles. Mais même si vous utilisez le hold-out, il faut utiliser pendant l'entraînement des techniques pour ne pas partir tout de suite dans les décors et finalement ne jamais avoir une bonne erreur de validation. Alors, le weight decay, hein, ça marche très, très, très bien et on va le voir notamment sur le petit exemple que j'ai donné en R. Comment ça se comporte là-dessus? On va voir que déjà pour les petits modèles, ça marchait bien. On l'utilise systématiquement pour le deep learning. Alors, d'abord parce que ça normalise et ensuite parce que ça prévient l'algorithme du gradient d'exploser. Parce que si jamais les pas de mise à jour lors du gradient stochastique ne sont pas assez petits, vous risquez de créer des paramètres très, très, très grands. Et une fois que les paramètres sont très, très, très grands, les gradients deviennent eux-mêmes très, très, très grands et c'est un cercle vicieux. Et pof, à la fin, il vous répond Nan, not a number, parce que les chiffres sont trop grands. Mais si vous utilisez du weight decay, c'est-à-dire si vous pénalisez par la taille du paramètre, la taille vraiment euclidienne, et ben vous n'avez pas jamais de modèle très, très, très grand, puisque c'est des modèles, il voit que c'est très mauvais tout de suite, vu que c'est pénalisé par sa taille. Donc, il en tient compte et ça permet de bien régulariser la descente de gradient. Alors, le dropout, il est utilisé aussi systématiquement. Ça revient à cacher comme ça plein d'unités cachées de façon aléatoire. Ça peut s'interpréter un peu comme une espèce de bagging. Donc, c'est l'algorithme qui est utilisé dans les random forests où vous savez, vous faites plein d'arbres qui n'apprennent pas exactement sur toutes les variables explicatives. Et puis, à la fin, vous faites une agrégation par vote. Et puis, le modèle global marche beaucoup mieux qu'un arbre tout seul. Donc là, c'est une façon un peu online, c'est-à-dire observation après observation d'implémenter ce type d'astuce. Alors la batch normalisation, on va voir que c'était en fait pour éviter que les transmissions d'une couche à une autre soient trop délirantes. En fait, tous les passages d'informations, enfin dans la couche forward, dans le passage forward, eh ben, on centre et on normalise. C'est les sorties des réseaux de neurones, ce qui permet de ne pas avoir comme ça des phénomènes où on a tendance à exploser. Et on s'est rendu compte qu'une fois que vous avez fait de la batch normalisation, les erreurs de validation étaient bien meilleures. Et ça, les gens ne savent pas trop pourquoi. Mais c'est une remarque empirique. Évidemment, c'est pas là le mix-up, je n'ai même pas détaillé quoi. Il y a des tas et des tas de techniques de régularisation. Vous pouvez aller les voir. Il y a énormément d'articles dessus. Et ça dépend souvent du modèle. Ça dépend souvent du modèle. C'est pour ça que il y a beaucoup d'états. C'est des modèles qui ont l'état de l'art, mais c'est vraiment un peu un art de les entraîner, quoi. Et vous avez un panel de choix énorme dans les hyperparamètres, dans les techniques de régularisation. Et souvent, ça revient à choisir les bonnes pour avoir des meilleurs résultats et pouvoir battre un record sur des données qui sont déjà disponibles. Alors, on va faire, donc, White Decay, c'est une technique qui est extrêmement répandue dans tous les modèles de machine learning, et ça s'appelle la régression ridge, c'est-à-dire on pénalise par la somme des paramètres au carré, donc c'est la norme euclidienne au carré des paramètres. Alors il y a un facteur lambda qui, souvent dans les modèles classiques de machine learning, par exemple si c'était des spleens ou des développements comme ça sur un dictionnaire de fonctions, le lambda est déterminé par validation croisée. Mais là, je vous ai dit, les réseaux de neurones sont trop grands. On ne peut pas se permettre, vraiment, on n'a pas le temps de faire de la validation croisée. Donc, il y a des lambdas classiques et vous testerez, mais sur les modèles d'images, des modèles qui ont des centaines
des dizaines à des centaines de millions de paramètres. C'est 10-5 ou 10-6 le lambda et ça marche très bien. Donc, vous essayez 10.5 ou 10.6 et généralement, ça va. Après, vous pouvez faire une petite recherche sur les paramètres. Vous essayez plein de modèles, vous faites une grille, une grille, et puis vous essayez plusieurs. Si vous avez le temps, c'est tout à fait faisable d'aller en voir plusieurs pour voir quel est le modèle, quel est le lambda qui va donner la meilleure erreur de validation. Alors, je reprends mon exemple sous R de tout à l'heure et je vais faire tourner avec justement un white decay. Alors, vu que c'est un petit modèle, là, je n'ai pas mis un lambda égal à 10.5, je l'ai mis à 10-2 parce qu'il est tout petit le modèle. Donc, à cette époque-là, on prenait des lambdas plus grands. Donc, je ne me suis même pas amusé à faire de la validation croisée pour aller chercher le mieux. Et on va voir comment ça marche déjà sur un petit modèle de mettre du white decay. Donc, je vais aller chercher le code source parce que c'est plus facile de faire du copier-coller. Voilà. Et donc, je vais relancer R. Même manip que tout à l'heure. Donc, c'est sous R, ça n'existe plus pratiquement, mais c'est vu que je suis un peu dans l'histoire. Donc, je fais ma simulation, tout le monde est indépendant. La meilleure prédiction de Y en fonction de X, c'est la moyenne de Y, c'est-à-dire 0. Je fais mon modèle, donc, mais là, j'ai mis un decay. On voit, il y a ici l'option decay, donc le white decay avec le lambda à 0.01. Donc voilà, alors il va très vite parce que c'est un tout petit modèle. Et je vais refaire le dessin. On va voir ce qui s'est passé sur la… Voilà, sur la fonction. Vous voyez, tout à l'heure, ma fonction… Donc pareil, les points verts, c'est j'ai tiré au hasard plein de points qui n'étaient pas parmi les X d'apprentissage. Et j'ai regardé, j'ai évalué cette fonction sur ces nouveaux X. Et on voit que, vu que j'ai rajouté du white decay, la fonction qui était toute hiératique sans white decay, qui montait très haut et qui descendait très bas, elle est beaucoup plus sage maintenant. Et elle reste proche de 0. Et donc, c'est pour ça que alors, le logiciel R, la bibliothèque R pour le réseau de neurones, ça a été fait par Brian Ripley, qui a fait un livre sur les réseaux de neurones artificiels dans les années 95, à fin des années 90. Et il disait que on peut prendre une grande couche cachée, un bon white decay, ça marchait très bien. Et voilà, c'est à cause de ces exemples-là. C'est vrai que vous mettez un bon white decay sur un perceptron multicouche historique et tout de suite, ces résultats s'améliorent vraiment et le surapprentissage est bien contrôlé, quoi. Donc, on voit que c'est déjà une technique qui, dans les années 90, marchait très bien. Et donc, ça, c'est resté. Sauf que le lambda, c'est plus 0.01, c'est 10.5, 10.6. C'est à vous d'essayer. Mais dans tous les modèles que j'ai essayés, notamment, on a des intuitions sur les modèles d'ImageNet et les modèles, après, il y a d'autres données pour s'entraîner, notamment moins grosses comme CIFAR, 10.5, 10.6, ça marche pratiquement systématiquement. Voilà. Alors, la deuxième référence… Et ça, c'est aussi utilisé systématiquement quand vous essayez de régulariser donc, des grands réseaux de neurones. C'est la technique du dropout. Donc, c'est vraiment, vous imaginez que vous avez un réseau de neurones, donc il y a un paquet de neurones, il y a plein de neurones qui communiquent entre eux. Il y a ceux des couches précédentes qui envoient leurs informations à ceux des couches suivantes. Et comme ça, il y en a vraiment des millions des fois de neurones. Et là, vous allez mettre, chaque neurone aura devant lui un espèce de masque qui va aléatoire, qui va laisser passer ou pas l'information pendant un mini batch.
Et à chaque mini-batch, vous allez retirer de façon aléatoire le masque. Et du coup, c'est vraiment comme du bagging. C'est-à-dire à chaque paquet de données, hop, il y a des unités qui vont être activées et d'autres désactivées, ainsi de suite. Et ça fait que, alors là encore, hein, donc je vous ai mis la référence, hein, c'est dans JMLR 2014 hein, qui a été faite. Et là encore, vous ne voyez pas de justification théorique. Je crois que ça n'existe pas parce que ce n'est pas exactement du bagging. Et par contre, ça marche très, très bien en pratique. Donc là encore, hein, s'il y a des gens qui veulent faire de la théorie, il y a beaucoup de travail en théorie pour justifier toutes ces astuces utilisées en deep learning, quoi. Et donc, alors souvent, la probabilité pour le masque d'apparaître à chaque fois, c'est 1,5, mais évidemment, on peut le rendre, plus grand. Vous pouvez faire que le 1 soit, donc le passage de l'information soit plus probable, soit moins probable. Vous pouvez le mettre devant quelques couches, vous pouvez le mettre devant toutes les couches, vous pouvez le mettre devant juste la couche d'entrée, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'options possibles. Et là encore, il n'y a pas de réponse pour savoir qu'est-ce qui est le meilleur. Eh ben, faut essayer et voir ce qui vous donne la meilleure erreur de validation. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont empiriques. Et généralement, par exemple, sur des modèles de transformers, à l'heure actuelle, la, la probabilité d'apparaître du 1 est à 0,9. Ils ont trouvé que c'était ce qui marchait un peu le mieux. Mais encore une fois, c'est une considération qui est tout à fait empirique. Alors, on peut voir, voilà, j'ai fait un petit schéma. Donc, vous avez votre réseau de neurones et il faut imaginer un masque devant chacun des neurones. Alors là, vous mettez par exemple sur la dernière couche, donc c'est chacun des neurones d'une couche et vous mettez soit 0, soit 1. Là, on pourrait imaginer hein, que ça ne soit pas uniforme suivant tous les neurones, mais je ne crois pas qu'il y ait d'option pour l'instant dans les logiciels pour mettre ça. Alors, tout ça, évidemment, hein, toutes les techniques dont je vous parle, c'est des choses que vous n'avez pas à programmer vous-même. Hein. C'est des choses qui sont simplement des options dans des constructions de modèles lorsque vous utilisez PyTorch ou bien TensorFlow pour faire ces modèles. Bien, alors, il y a aussi une autre technique qui est la batch normalisation, hein, apparue dans les années 2015. Elle est assez bizarre, mais elle est assez utilisée, notamment pour les réseaux qui traitent des images, pas tellement pour les réseaux qui traitent des données texte. Donc, je vais vous l'expliquer quand même. Et ça explique aussi de pourquoi il ne faut pas utiliser des mini-batchs qui sont trop petits. Parce que beaucoup de modèles ont cette batch normalisation qui est intégrée dans leur définition. Et sur le mini-batch, en fait, chaque couche on va calculer la moyenne de la sortie de toutes les sorties de la couche sur tous les mini-batchs et l'écart type. Enfin là, c'est l'écart quadratique, j'ai oublié la racine. Et après, on va normaliser, centrer, normaliser les sorties par cette moyenne et cet écart type. OK. Donc, en fait, il va pas envoyer, une couche ne va pas envoyer à la couche suivante exactement sa sortie brute, elle va envoyer une sortie qui va être centrée et normalisée. Le problème, c'est que des fois, ça peut être un mauvais choix. Et donc, ceux qui ont fait cet algorithme, ils ont décidé de rajouter deux nouveaux paramètres, alpha et bêta k, qui permettent, en fait, bêta va permettre de modérer un peu la normalisation et le alpha k va permettre de modérer un peu le centrage. Et ces deux nouveaux paramètres peuvent eux-mêmes
être appris, c'est-à-dire on sait très bien, vu que le calcul du gradient est automatisé, c'est une fonction linéaire, et ben, ces paramètres font partie de paramètres classiques et la rétropropagation va marcher pareil, exactement pareil pour ces paramètres. Et donc, on va les apprendre avec les données. Et donc, ça fait une espèce de nouvelle liberté pour pouvoir ajuster au mieux cette espèce de normalisation. Quelque part, si vous prenez bêta k égale l'écart type et alpha k égale la moyenne du mini-batch, vous pouvez dénormaliser et décentrer totalement les données, ce qui est un peu fou, quoi. Vous faites un truc d'un côté et vous êtes en train de le détricoter de l'autre côté. Mais on se rend compte que dans la pratique, c'est un truc qui marche extrêmement bien. Extrêmement bien. Et ça permet comme ça de… Parce que quand il y a beaucoup de couches, hein, les phénomènes comme ça, si jamais toutes les couches sont trop contractantes, eh ben, au bout d'un moment, le message ne passe plus parce qu'il a été réduit à zéro. Si les couches ne sont pas contractantes, il peut exploser. Donc, en traversant comme ça toutes les couches, la fonction elle peut avoir des comportements très hiérarchiques. Et il se trouve que la batch normalisation apprise comme ça permet de contrôler, de faire en sorte que le réseau il apprenne beaucoup mieux et en fait il généralise beaucoup mieux. Alors pourquoi il généralise beaucoup mieux? Ben, ça on ne sait pas trop, mais on s'est rendu compte que c'était le cas. Et du coup, des fois, dans certains modèles de reconnaissance d'image, ça va jusqu'à remplacer le dropout. Des fois, on peut tout à fait mélanger les deux, mais j'ai déjà vu des modèles où ils n'utilisent même plus de dropout tellement la batch normalisation marche bien. Alors, ça, c'est spécifique aux images. On utilise aussi ce qu'on appelle de la data augmentation, parce qu'une image, un chien, ça reste un chien, même si c'est vu à travers un miroir. Et du coup, on fait ce qu'on appelle un H-flip, c'est-à-dire on renverse la droite et la gauche. Et ça permet, vu qu'on fait on donne les entrées paquet par petit paquet à la volée. Les images sont lues, sont transformées de façon aléatoire. Un coup, on fait un flip, un coup, on n'en fait pas un, et on le donne en entrée au réseau de neurones. Donc, ça permet d'enrichir comme ça. La classe est connue, évidemment, vu qu'elle n'est pas changée. Ça permet comme ça d'enrichir les entrées du réseau de neurones et ça permet de limiter comme ça, de limiter le surapprentissage. Alors, il y a aussi une technique, donc random crop, qui veut dire recadrage aléatoire. Donc, on recadre comme ça. Alors, on fait des petits recadrages, hein, parce que si on en fait des trop gros, le sujet d'intérêt peut sortir de l'image. Donc, il vaut mieux éviter. Mais si on fait des petits recadrages aléatoires, eh ben, ça permet de créer des images avec des petites translations quelque part et donc d'enrichir aussi ce qui rentre dans les réseaux de neurones. Alors, là, j'ai pris les deux principales, évidemment. On peut imaginer plein de trucs, des petites rotations aléatoires, des petites déformations aléatoires. Alors, il faut faire attention avec les rotations, hein, puisque si vous avez des animaux, si vous renversez totalement un chien, ce n'est pas très grave. Mais si vous devez reconnaître, par exemple, des chiffres, hein, notamment ce que faisait Yann Lequin dans les années 98, il lisait des écritures manuscrites des chiffres de 0 à 9. Et voilà, si vous renversez un 6, ça va donner un 9. Donc, une rotation trop grande sur un 6, ça peut changer son sens. Donc, notamment, il faut faire attention avec ces techniques. Faut vraiment que… Donc, ça dépend vraiment des images. Donc, des petites rotations aléatoires, c'est possible, mais il faut qu'elles soient petites. Il faut que la base de données s'y prête réellement. OK. Alors, donc, toutes ces techniques que je vous ai montrées, ce n'est pas du tout exhaustif. Ça vous montre simplement que beaucoup de personnes ont pensé à plein de choses et qu'il y a plein
Il y a plein de techniques disponibles. Alors, ça, c'est vraiment celles qui sont pratiquement utilisées systématiquement. Toutes ces techniques sont bien sûr utilisables en même temps. C'est-à-dire qu'on peut utiliser à la fois du white decade, du dropout, la batch normalisation et la data augmentation. Et c'est même, à vrai dire, le standard. C'est-à-dire que toutes les personnes utilisent tout ce qu'ils peuvent et puis mélangent ça. Et puis les hyperparamètres, ils les règlent un peu au pifomètre en regardant à la fin si l'erreur de validation est bonne ou pas. Alors, au pifomètre, il existe aussi des bibliothèques qui permettent d'en tester plein comme ça et regarder les erreurs de validation. Évidemment, plus vous testez d'hyperparamètres, plus il faut recommencer les apprentissages, plus ça prend du temps. Donc, si vous faites comme ça plein de modèles avec des hyperparamètres différents, eh ben, il va falloir un paquet de données pour pouvoir, il va falloir avoir un paquet de machines plutôt, des machines très puissantes pour pouvoir y arriver. Cela dit, votre critère final, ça sera toujours sur donc ces modèles énormes. Votre critère final, ça sera systématiquement de regarder l'erreur de validation, qui n'est pas l'erreur sur la base de test. Parce que très souvent, sur des données classiques, il y a la base de test qui est là. Attention, ne faites pas l'erreur. Je vois trop souvent mes élèves faire ça. Ils prennent la base de test pour base de validation. Non, la base de test doit être la base de validation doit venir des données d'entraînement uniquement. La base de test, dans l'idéal, ne doit être vue qu'une seule et unique fois pour déterminer quelle est la vraie, avoir une estimation de la vraie erreur de généralisation. Alors, combien on met d'ensemble dans la base de validation? En fait, ça dépend quand même de vos données. Alors, on dit souvent 10-20%, mais 10-20%, c'est classique si vous avez quelques dizaines de milliers d'observations. Si vous en avez beaucoup moins, bah, c'est beaucoup plus petit. Et si vous en avez beaucoup plus, eh ben, non, si vous en avez beaucoup moins, c'est plus de 10-20%. Si vous en avez beaucoup plus, c'est beaucoup moins. Ça va dépendre de votre nombre de données. Tout est un peu possible en deep learning. Alors, notamment, le fait qui est un peu étonnant que ça puisse marcher sur un très petit nombre de données. C'est étonnant, mais je vais vous montrer qu'il y a une technique qui permet justement d'adapter ce modèle à un tout petit nombre de données et qui rend du coup utilisable en entreprise. Alors, le holdout, je vais finir là-dessus puisque j'ai le temps. Donc là, c'est là où il y a des résultats alors, qui ne sont pas du tout spécifiques au deep learning, c'est au machine learning. Et donc, il y a la théorie statistique et on voit que notamment à l'aide d'inégalités qu'on appelle des inégalités oracles, on voit que bah, ça a des bonnes propriétés statistiques et en fait, c'est quasiment optimal. Alors, ça a déçu beaucoup les personnes parce que c'est très simple, c'est très intuitif. En plus, d'un point de vue théorique, c'est quasiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc, ça limitait un peu la recherche. Alors, il reste notamment la recherche, c'est qu'il n'y a pas de théorie pour se connaître la taille, vraiment la bonne taille de l'ensemble de validation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, très rapidement, dans les quelques minutes qui me restent, qu'est-ce que je peux en dire? Eh ben, si on regarde notamment dans le cadre de la classification avec une fonction de coût qui est l'erreur de classification, ce qui permet de calculer ce qu'on appelle l'accuracy du modèle, quel est le pourcentage de labels bien prédits. Alors ça, on n'y a pas accès pour l'optimisation numérique, on passe par la log vraisemblance, mais une fois que le paramètre il est estimé, on peut voir quelle est son erreur de classification. Donc, on a une erreur de classification sur la base de test. Si on prend des données à côté, on va avoir une erreur de validation sur la base de validation. Et donc, on va avoir, ça va nous donner une idée de ce qu'on appelle un compromis biais-variance, bien que ça soit discutable pour les modèles de deep learning, parce que souvent, ils sont énormes. Et donc, si on a une erreur optimale
qui serait l'erreur du meilleur modèle possible, qui serait vraiment l'erreur sur l'espérance. Donc, l'espérance, c'est quoi? C'est un nombre de données de test qui serait infini, quoi. Et si on essaye de se rapprocher au maximum de cette erreur optimale qui est connue par un oracle, donc un espèce de truc de fonction magique qui fait la meilleure erreur de classification, on a une bande de généralisation. Donc, on a une simple qui utilise une inégalité qui s'appelle l'inégalité d'Hoeffding, qui nous dit on n'est pas trop loin, on a un biais, parce que si la fonction ne peut pas réaliser la meilleure fonction de classification, on n'y peut rien. Ah, il faut que je revienne en arrière. On a un biais, mais le terme de variance, il est en racine du nombre d'exemples. C'est log de n, c'est le nombre de modèles que vous avez testés sur la base de validation. Donc, on voit qu'on peut déjà en tester beaucoup, parce que log de n, si vous en avez testé 10 et que tout d'un coup, vous voulez doubler le nombre de modèles et que vous voulez en tester 20 avec des hyperparamètres différents, votre erreur de validation, elle est en train de surapprendre un petit peu, mais pas énormément. Vous êtes passé de log de 10 à log de 20. Donc, elle n'est pas 2 fois plus grande, notamment. Il y a juste un facteur log de 2 qui s'est rajouté. Et donc, vous êtes en racine du nombre d'exemples sur la M, c'est le nombre d'exemples de la base de validation. Donc, alors ça, c'est une inégalité qui marche tout le temps, qui n'est pas très fine, parce que on obtiendrait en prenant une approximation gaussienne et en mettant la variance. On a une espèce de Bernoulli avec l'erreur de classification, c'est soit 1, soit 0. La variance maximum, c'est un quart. Vous prenez la gaussienne avec un quart, vous tombez sur la bande de f. Donc ça, ce n'est pas très, très grand, ce n'est pas très, très précis. Elle est un peu pessimiste, ça vous apprend juste que vous pouvez faire plein de tests sur votre base de validation. Finalement, vous n'allez pas beaucoup dégrader votre choix de modèle. Et en fait, il y a un résultat qui est bien plus puissant, qui vous dit que si vous avez des bonnes conditions sur le bruit, alors qu'ils sont un peu techniques, mais qui vous dit qu'en fait, vous allez pouvoir converger beaucoup plus vite que 1 sur racine de M, où M, c'est le nombre d'exemples dans la base de validation, mais plutôt en 1 sur M. Alors là, vous allez vite, quoi. Vous avez quand même une vitesse qui est plus grande. Alors, est-ce qu'on a des conditions sur le bruit en classification? Quelque part, oui, parce qu'on va dire qu'on fait bien la différence entre un chat et un chien. Donc, on a vraiment des marges. On sait très bien comment classifier l'exemple. Un être humain, il n'y a pas un flou entre c'est à moitié un chat, à moitié un chien. Et sur des exemples classiques, on a vraiment des très bonnes conditions sur le bruit, voire le label peut être défini de façon presque déterministe. Enfin, l'erreur de classification peut être réduite à 0. Et donc, on a très souvent ces conditions qui sont vérifiées. Et donc, on a dans ces cas-là une borne qui est meilleure, alors qui s'exprime de façon un peu compliquée. Mais si on la transmet notamment avec ce qu'on appelle des classifieurs à marge, c'est-à-dire qu'on est sûr que la probabilité d'un exemple est bien séparée de la probabilité d'un autre exemple, on a une borne. Si on regarde, même si elle est un peu bizarre, si on a alpha égale 1, donc si on a une marge, on a une fonction qui décroît à la vitesse c'est une constante divisée par le nombre d'exemples. Donc, la racine a disparu. Et donc, c'est une convergence rapide. Et donc, c'est ça qui vous dit que le hold-out est quasiment maximal. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Pas mal de choses théoriques. La prochaine fois, donc j'ai 3 heures et je vais vous montrer la pratique. Je vais vous montrer quels sont les résultats qu'on obtient pratiquement en vous montrant en vous expliquant ce que c'est que les modèles convolutionnels déjà et en vous montrant ce qu'on peut obtenir sur des images. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis donc à la semaine prochaine, 3 heures, et j'essaierai d'avancer le plus possible. Et je vous donnerai un petit projet à faire parce qu'on m'a dit qu'il faut que vous soyez noté.
Donc, ce sera vraiment un truc très simple, un peu sous une forme de challenge, quoi. Voilà. Merci beaucoup, donc, et à la semaine prochaine. Bien, ben, écoute, merci à toi en tout cas et merci à tous les auditeurs. Donc, on se retrouve la semaine prochaine Voilà, à 15h. à 15 heures. Bonne fin de Allez, journée. merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.